À l'heure où certains rentrent chez eux préparer leur dîner, Julie et Vincent, eux, concoctent leur petit déjeuner. Faudrait essayer un truc qu'on n'a pas fait encore. À base de riz, flocons de riz, d'épeautre. Riz soufflé, pas mal ça. Ouais, ça peut être sympa. Ce jeune couple de trentenaires parisiens est accro au bol de céréales depuis quelques années. Mais fini les paquets de supermarché. Désormais, ils commandent tout sur Internet et sur mesure. Alors, qu'est-ce qu'on a? Des céréales de base, mais aussi tout un assortiment de graines surprenantes et de fruits secs. Cerise framboise, on pourrait faire. Allez, ouais, cerise framboise, Allez. ça marche. Hop là. En quelques clics, ils composent leur paquet de céréales personnalisées. Une commande qui arrive ici, chez Méli Muesli. Un site qui s'est fait la spécialité de créer un bol de céréales bio à la carte. Des commandes réalisées au gramme près. 25 de framboises, oui, et 20 de cerises. Et là, on sera... Des mélanges personnalisés qui seront livrés en quelques jours. Ce site, qui vient de se lancer, cherche à profiter d'un phénomène bien installé chez nous. L'appétit gargantuesque des Français pour les céréales. Verser des céréales dans son bol de lait, c'est devenu le réflexe du petit déjeuner dans de nombreux foyers. Et ceux qui en raffolent le plus, ce sont les enfants. 60% en mangent tous les matins. C'est facile à préparer et rapide à avaler. Dans les supermarchés, on trouve des rayons entiers de paquets et des dizaines de variétés différentes. Pétales de maïs au miel, céréales forées au chocolat ou encore muesli aux fruits. Il y en a pour tous les goûts. Et elles font le succès des géants comme Kellogg's et Nestlé. Tout irait bien dans le meilleur des mondes si ces produits n'étaient pas montrés du doigt. Car des nutritionnistes et des associations de consommateurs fustigent régulièrement les bonbons céréales. Trop sucrés, trop salés, trop grasses. Et pourtant, le succès des céréales ne se dément pas. Alors pourquoi en sommes-nous devenus si friands? Et comment ce trésor du petit déjeuner est-il fabriqué? Le meilleur moyen de mesurer à quel point nous sommes accros aux céréales, c'est d'aller là où elles sont nées, aux États-Unis. Jason Liebig est un New-Yorkais de 42 ans. Et lorsqu'il va faire ses courses, il se dirige immanquablement vers son rayon préféré. Regardez, c'est Disney World. J'aime les boîtes, les personnages, les couleurs. Les gens du marketing rêveraient que tout le monde soit comme moi. Il leur suffit de mettre des trucs de dingue sur les boîtes et j'achète. Je me dis, oh, regarde ça et ça et ça, c'est plein de couleurs. Oh, je suis comme un môme. Jason mange des céréales depuis l'âge de 6 ans. Et il ne se contente pas de les acheter, il les collectionne. Dans son 2 pièces, il a amassé plus de 500 boîtes de céréales. Une exposition permanente jusque sur son canapé. Mes plus belles boîtes sont juste là. Mais sa collection préférée, c'est cette série de boîtes pliées sur la table du salon, qui à l'origine contenait plein de petits jouets rigolos pour les enfants. J'adorais ces boîtes quand j'étais petit parce qu'il y avait à l'intérieur un cadenas en plastique, un yo-yo et un porte-crayon. Ces petits jouets ont beaucoup contribué au succès des céréales. Et pourtant, à l'origine, elles n'avaient rien de ludique. Elles n'étaient même pas destinées aux enfants. Tout commence à la fin du 19e siècle, dans ce sanatorium de Battle Creek, dans le Michigan, réputé pour ses méthodes de remise en forme. À l'époque, le docteur Kellogg veut améliorer l'équilibre alimentaire de ses malades. Avec son frère Will, il met au point une recette équilibrée, peu calorique, à base de céréales cuites. Les cornflakes sont nés. Et les patients en raffolent immédiatement. Du coup, en 1906, Will a une idée. Pourquoi ne pas proposer cette recette à tout le monde? Il ouvre une usine de pétales de maïs. C'est le début de la Kellogg Company.
Mais pour plaire au plus grand nombre, il va modifier la recette et ajouter un ingrédient qui, selon lui, va faire toute la différence, le sucre. Un ingrédient qui va semer la discorde entre les deux frères. Cette brouille familiale, Gabriella Petrick, historienne de l'alimentation, se plaît toujours à la raconter à ses étudiants de l'université de New York. Les deux frères Kellogg se sont fâchés. Le docteur Kellogg était très croyant et pensait que le sucre c'était un péché. Son frère Will, lui, était un vrai businessman. Il avait bien compris ce qu'aimaient les consommateurs et que sans le sucre, il ne vendrait pas ses cornflakes. Et l'intuition de Will est la bonne. Les Américains sont séduits. Les ventes décollent immédiatement. Mais les céréales vont vraiment s'imposer à cause d'une petite révolution qui touche les États-Unis dans les années 50. Les femmes se mettent à travailler en masse et ce plat prêt à manger va faciliter la vie quotidienne des mères de famille. Bonjour Betty. Oh ma fille, tu as déjà préparé ton petit déjeuner? Ah oui maman, parce que si tu devais préparer tous les repas, ça serait difficile. Et celui-là, je peux le préparer toute seule. Ces messages publicitaires de Kellogg's vont tout de suite viser juste. En quelques décennies, l'engouement pour les cornflakes va se répandre comme une traînée de poudre dans le monde entier. Après les foyers américains, l'Europe va aussi céder à la folie du prêt-à-manger qu'offrent les cornflakes. Eh bien, regardez, il est là, le soleil, dans ces céréales dorées, croustillantes, qui s'appellent des Kellogg's Cornflakes. Aujourd'hui, il suffit d'aller au rayon du petit déjeuner pour se rendre compte de la déferlante. Des paquets à perte de vue, il y en a pour tous les publics. Les enfants, les femmes qui veulent garder la ligne et les familles qui optent pour les marques de distributeurs. Un marché qui représente aujourd'hui 600 millions d'euros en France. Voilà pourquoi les fabricants se livrent une guerre sans merci pour conquérir de nouvelles parts de marché en créant sans cesse de nouveaux produits. Difficile de montrer cette bataille, car ni Kellogg's, ni Nestlé, ni aucune autre grande marque n'ont souhaité nous emmener dans les coulisses de leur fabrication. Pour savoir donc comment sont fabriquées nos céréales du petit déjeuner, nous avons dû parcourir des milliers de kilomètres et avons atterri dans un pays qui, lui, s'ouvre au monde et notamment aux journalistes. Un pays sur lequel souffle un vent de liberté et de révolution, la Tunisie. Et celui qui nous accueille, c'est Anis Kanchouch. À 30 ans, il dirige la plus grosse entreprise de céréales du pays. Une entreprise créée par son père en 1981 et qui, au départ, n'avait pas cette vocation. Au début, on faisait les chips, on était pratiquement les seuls à faire les chips. Et après, les chips ils commençaient à se vendre partout, sur les plages. Donc on a décidé de se lancer dans les céréales, qui est un marché pour les petits-enfants, un marché très porteur, avec une croissance à 2 chiffres. C'est-à-dire? C'est-à-dire tous les ans, il y a peut-être une augmentation de, je sais pas, 10-15%. Son usine est installée en pleine campagne. L'usine est juste là. À 30 minutes de la capitale. Ici, il emploie une trentaine de salariés qui fabriquent chaque jour plus de 10 000 paquets de céréales. Des paquets pour sa propre marque, Gepros, mais aussi pour les grandes surfaces du Maghreb, comme Carrefour. Au total, 11 recettes différentes. Donc là, vous avez toute notre gamme de céréales pour petit déjeuner. C'est quoi vos meilleures ventes? Nos meilleures ventes, alors vous avez les pétales de blé au chocolat. Vous avez le blé soufflé au miel et les boules de maïs au chocolat, enrobées au chocolat. Ça, c'est nos 3 meilleures ventes. Et comme tous les fabricants de céréales, il utilise 3 ingrédients de base en fonction des recettes. Soit de la farine de blé, comme pour ces petits anneaux, soit de la farine de riz ou encore de la semoule de maïs. Et c'est justement ce qui va être utilisé pour la recette du jour, l'un de ses best-sellers, les boules de maïs au chocolat.
Pour les faire, rien de plus simple. Ça commence dans cette grosse machine. C'est quoi cette machine? C'est un mélangeur, en fait, c'est comme un robot ménager, mais c'est grand. En fait, on mélange toutes les matières premières qu'on a, la semoule de maïs, le cacao, on met dedans et ça se mélange ensemble, c'est tout. La recette n'a rien de sorcier. Du maïs donc, du cacao et du sucre. En 5 minutes, la pâte est prête. Direction le four pour une cuisson à 120 degrés. Un four un peu spécial qui sépare aussi la pâte pour la transformer en spaghettis au chocolat. Des spaghettis de plus en plus gros. Et donc là, il y a le porte-couteau qui a été mis et qui va couper, le porte-couteau qui va couper le produit qui est en train de sortir. Et donc on va avoir la forme voulue, vous allez voir tout de suite là. Une fois coupées, les boules de pâte sont refroidies, brassées et le tour est joué. Et donc ça ressort, c'est coupé, ça sort en boules. Ces boules au chocolat coûtent à notre patron tunisien 90 centimes d'euros le paquet à produire. Et pour faire face aux grandes marques, il tente systématiquement d'afficher des prix plus bas que ceux de ses concurrents. En moyenne, 1,80 € en magasin. Mais il le sait, le prix ne suffit pas dans cette guerre commerciale. S'il veut que ses céréales rivalisent vraiment avec celles des grandes marques, elles vont devoir subir un dernier petit traitement, et voilà pourquoi. Lorsqu'elles sortent du four, les céréales sont quasiment terminées, mais elles sont encore un peu palichonnes. Bref, pas assez appétissantes. Alors, Anis Kanchouch va aller puiser au fond de sa réserve, là où il entrepose un liquide précieux, un colorant. Car c'est cette substance, utilisée par la plupart des grands fabricants, qui va faire toute la différence. Ça, c'est le colorant caramel qui est destiné pour la coloration. Pourquoi vous avez besoin d'utiliser du colorant caramel pour une recette au chocolat? En fait, ça donne une coloration un peu plus vive au chocolat, ça fait ressortir le produit. En effet, ce colorant, c'est entre autres ce qui va permettre à ces boules au chocolat de répondre aux critères de beauté dans le monde des céréales du petit déjeuner. Pour être brillantes et attrayantes, elles vont donc avoir droit à une dernière pulvérisation. Nous avons demandé au patron ce que contenait vraiment ce colorant. Nous le suivons dans le bureau de son contrôleur qualité, là où sont classées toutes les fiches des ingrédients, et notamment celle du colorant caramel qu'il utilise. Vous avez l'aspect, l'odeur, la couleur, donc les données physico-chimiques. Donc l'agent d'aromatisation qui est une substance aromatisante naturelle. Donc, et puis donc, ils disent que la mention d'étiquetage, donc c'est le colorant E150. D'accord? Mais c'est quel type de colorant E150? Je sais pas, d'ailleurs ici c'est ce qu'ils disent la mention d'étiquetage, c'est le colorant caramel E150. En fait, la fiche technique est imprécise. Ce nom de code devrait être suivi d'une lettre. Si le colorant était naturel, il devrait être écrit E150A. Mais notre question fait douter le patron. Alors, il appelle son fournisseur. Donc je voulais savoir, pour le colorant caramel qu'on achète de chez vous, est-ce que c'est un colorant caramel naturel ou la synthétique? C'est un caramel naturel. D'accord. C'est un caramel 100% naturel. 100% naturel? Le fournisseur va finir par se faire plus précis. Et c'est quoi le numéro au niveau de l'étiquetage que je dois mettre sur le paquet? C'est le E156. Un caramel ammoniacal, oui. Ah, il est fabriqué avec de l'ammoniac. En fait, le colorant est du E150C, une substance fabriquée avec de l'ammoniac et qui n'a rien de naturel. Anis Kanchouch accuse le coup. Et devant notre caméra, il prend immédiatement une décision radicale. On va arrêter. Là, on va prendre l'initiative de lui faire retourner le produit. Le stock qu'on a, on va le renvoyer chez le fournisseur. Mais c'est pas inquiétant finalement de découvrir que vous ne saviez pas réellement ce qu'il y avait dans le caramel? Oui, c'est très inquiétant, bien sûr. S'il prend cette décision, c'est parce qu'il sait que ce caramel E150C est controversé.
Il appartient à la catégorie des additifs alimentaires. Il y en a plus de 300 autorisés en Europe. Le E150C est un caramel chimique moins cher que les colorants naturels. On en trouve dans la composition de certains paquets de céréales caramélisées, mais aussi dans un grand nombre de produits, comme certaines bières ou des sauces soja. Or, ce colorant, mélange de sucre et d'ammoniac, contient une substance, le 4-méthylimidazole. Une substance qui, selon certains scientifiques, serait potentiellement à risque. En février dernier, elle a été classée par le Centre international de recherche sur le cancer dans la catégorie « peut-être cancérogène pour l'homme ». Une décision prise après une série de tests menés sur des souris et des rats. Une étude dont les conclusions ont été publiées récemment dans le prestigieux journal scientifique The Lancet. Le 4-méthylimidazole a causé une augmentation de la fréquence de certains cancers des bronches chez les souris mâles et femelles et certaines formes de leucémie chez les rats femelles. Des résultats pris extrêmement au sérieux et notamment aux États-Unis et plus exactement à Washington. À 2 pas de la Maison-Blanche, dans cet immeuble cossu, se trouve le siège du Centre scientifique d'intérêt public, l'une des plus importantes associations américaines de consommateurs. À sa tête, Michael Jacobson. Depuis 40 ans, il fait trembler les multinationales de l'agroalimentaire. C'est lui qui a fait plier la chaîne McDonald's en l'obligeant à afficher les calories des menus dans ses restaurants. Tu pourrais m'imprimer la pétition contre le colorant caramel? Et aujourd'hui, il a décidé de partir en guerre contre les colorants caramel. C'est seulement cosmétique, ce colorant caramel. Sans lui, les céréales ne seraient pas aussi foncées et donc moins attirantes pour les consommateurs. Mais ce n'est pas indispensable. Et c'est parce que ce colorant est inutile qu'il faut l'interdire. Le risque n'est pas élevé, mais c'est inacceptable d'exposer les consommateurs à un risque potentiel de cancer juste pour colorer leur nourriture. Pour mener son action, il a lancé une grande pétition. Son objectif était de recueillir la signature d'experts américains de renom et il a réussi. Voilà la pétition qu'on a fait signer par des experts du cancer et qu'on a envoyée aux autorités américaines pour leur demander d'interdire le colorant caramel. À ce jour, la pétition est sur le bureau de la puissante Food and Drug Administration, l'autorité américaine des aliments. Mais Michael Jacobson le sait, ce combat risque de prendre beaucoup de temps. Pourtant, ailleurs dans le monde, les choses ont commencé à bouger. Le problème des colorants est pris au sérieux par l'Agence européenne de sécurité des aliments. Il y a 1 mois et demi, un groupe de scientifiques dirigé par le Danois John Christian Larsen a considéré que les colorants caramel posaient problème. Voilà mon rapport sur les colorants caramel. Nous l'avons rédigé avec un groupe de scientifiques que je dirige. Dans ce rapport, les scientifiques préconisent de diminuer de moitié la dose journalière de colorant E150C que nous pouvons absorber chaque jour. Et pour M. Larsen, pour l'instant, cette décision suffit. Nous avons pu interpréter les études à notre disposition. Et en baissant la dose journalière autorisée, nous avons une marge de sécurité suffisante qui nous permet de dire qu'il n'y a pratiquement aucun risque. Dans le doute, les scientifiques européens ont tout de même commandé une nouvelle étude sur la fabrication des colorants
et leur impact dans l'agroalimentaire. En attendant, le E150C continue d'être utilisé dans l'industrie, et notamment dans la composition de céréales caramélisées au chocolaté. Pourtant, certains fabricants ont depuis longtemps décidé de mettre de côté cet ingrédient. Des fabricants qui ont pris le contre-pied de l'industrie classique en proposant des produits très différents. L'un d'entre eux se trouve dans le Massif central, à Saint-Symphorien-de-Lay, et s'appelle Joseph Favrichon. Cette PME française existe depuis 120 ans. Bon, est-ce que l'avoine est arrivée déjà? Oui, elle est là. Mais c'est un Américain qui l'a fait décoller en la rachetant il y a 8 ans. Car les céréales pour le petit déjeuner, Brooks Wallin y croit dur comme fer. J'adore les céréales. Vous savez, je suis tombée sur un petit bout d'histoire ici et j'ai les céréales dans mes veines. Pour se démarquer des produits standards, lui a tout misé sur des ingrédients sains et surtout traditionnels, comme le quinoa, les graines de lin ou encore les graines de courge. Le seul souci, c'est que ces ingrédients coûtent bien plus cher, et notamment une ancienne variété de blé redevenue très à la mode, l'épeautre. C'est des grands flocons. À l'achat des graines d'épeautre vaut à peu près 800 € le tonne. 800 € la tonne? 800 € le tonne. Pour l'épeautre? Oui. Et pour le blé? 420. C'est 2 fois plus cher. C'est 2 fois plus cher. Avec des coûts de production 2 fois plus importants qu'un fabricant de céréales industrielles, élaborer de nouvelles recettes devient vite un casse-tête. Car ici aussi, il faut que les céréales aient de l'allure, mais sans colorant chimique. Et surtout, sans que cela ne coûte une fortune. Ce jour-là, les chefs de produits sont venus présenter au patron une nouvelle recette. Une recette à base de céréales et de raisins qui devrait s'intituler « Fruits de la Méditerranée ». Mais le patron n'est pas convaincu. C'est même un euphémisme. Quand je vois le produit, je pars pas en Méditerranée avec ça. Et c'est ça qui... Qu'est-ce qui vous emmènerait en Méditerranée? Plus de fruits secs, peut-être plus de graines, plus de fruits secs et des morceaux de fruits plus beaux. Le patron voudrait une recette plus originale, plus authentique. C'est possible de mettre des pistaches? On peut mettre des pistaches. C'est ça, c'est... Voilà. D'accord. Et là, on arriverait vraiment sur une recette typée. Typée sans raisin. Chacun va donner sa petite idée pour améliorer la recette. Mais du coup, l'addition va commencer à grimper. Si on rajoute les graines, les fruits et tout ça, ça augmente beaucoup le coût. Donc c'est facile de mettre des raisins parce que ça ne coûte pas très cher. Mais le reste, les pistaches, noisettes, amandes, les fruits secs, c'est beaucoup plus cher. En composant ce genre de recette assez élaborée, Brooks Wallin propose des paquets de céréales en moyenne 2 fois plus chers que ceux des grands fabricants. Pour l'instant, les céréales bio ne représentent qu'une très faible part des rayons consacrés au petit déjeuner.